Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Steve Tiwa-Fomekon, je suis chargé de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest, causes et conséquences. Cette table ronde est une activité qui s'inscrit dans le développement au Cerium d'une expertise de plus en plus riche sur les grands enjeux politiques, économiques et sociaux qui traversent le continent africain. Elle est organisée en collaboration avec le pôle de recherche sur l'Afrique et le monde émergent, une unité qui est rattachée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et au Cerium, et dont le coordonnateur est le professeur Mamoudou Gazibo, l'un des participants à cette table ronde. Bien, notre activité aujourd'hui, c'est un webinaire. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec ce format, eh bien, sachez essentiellement que vous verrez euh, s'afficher tout au long de la table ronde l'image de nos panélistes, mais vous ne pourrez pas activer votre caméra, encore moins votre micro. Si vous avez des questions, des observations ou alors des commentaires, il vous suffit de les inscrire dans la boîte, dans l'outil Q et R, et puis je me ferai un plaisir de les sélectionner et de les adresser aux membres du panel pendant la période des réponses aux questions. Comme je l'évoquais tantôt, notre événement aujourd'hui porte sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest, causes et conséquences. Pourquoi une table ronde sur le sujet? Eh bien, en raison de l'actualité en Afrique de l'Ouest qui, au courant des derniers mois, a subi plusieurs coups d'État. En l'espace de 18 mois, on a enregistré pas moins de 4 coups d'État dans cette région ouest africaine, notamment au Mali, qui a été victime de 2 coups d'État, en Guinée et ensuite au Burkina Faso. À ces coups d'État, on pourrait également ajouter la récente tentative de coup d'État dont a été victime la Guinée-Bissau. Donc, près de 30 ans après l'adhésion de l'Afrique francophone au principe de la démocratie et de l'État de droit, comment comprendre que la vie politique dans cette région continue d'être rythmée par une intrusion régulière de l'armée dans le champ politique? Comment comprendre qu'une telle région qui, dès les années 2000, s'est dotée d'un dispositif et de moyens visant à prévenir les changements anticonstitutionnels de pouvoir, soit encore autant victime de coups d'État? Quelles peuvent être les raisons de ces coups d'État à répétition? Qu'est-ce qu'ils ont même en commun et quelles en sont les conséquences, que ce soit sur le plan politique, économique, sociale et même quelles peuvent être les répercussions sur le plan sous-régional. Eh bien, cette table ronde qui nous réunit aujourd'hui vise justement à faire le tour de ces différentes questions. Et pour en discuter, pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes très honorés et heureux de recevoir un panel de choc constitué d'experts de haut vol dont les travaux de recherche portent spécifiquement sur les enjeux qui se posent en Afrique de l'Ouest. Je m'en vais vous les présenter brièvement et j'irai par ordre alphabétique et je commencerai notamment avec Adib Bencherif. Adib Bencherif est professeur de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Il est par ailleurs chercheur associé au Sahel Research Group de l'Université de Floride. Ses travaux de recherche portent sur les enjeux de sécurité ainsi que sur les dynamiques conflictuelles dans l'espace sahélo-sahélien. On devait également aujourd'hui avoir avec nous la professeure Marie Brossier, qui est professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Malheureusement, en raison d'une urgence familiale, Marie Brossier ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui et elle me charge de vous présenter ses sincères excuses. On a également avec nous Bruno Charbonneau, qui est professeur en études internationales et directeur du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est par ailleurs directeur du Centre Franco et Paix en résolution des conflits et missions de paix de la chaire Raoul Dandurand à l'Université de Québec à Montréal.
Ses travaux de recherche portent sur les interventions internationales dans les conflits armés et plus particulièrement sur les dynamiques régionales et internationales en matière de gestion et de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest francophone. On a également avec nous le professeur Mamoudou Gazibo, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, coordonnateur du pôle de recherche sur l'Afrique et le monde émergent. Le professeur Gazibo est également membre du groupe interuniversitaire d'études et de recherche sur les sociétés africaines. Ses travaux de recherche portent entre autres sur le processus de démocratisation en Afrique subsaharienne ainsi que sur les relations sino-africaines. Et non le moindre, le professeur Cédric Jourde, qui est professeur à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Ses travaux de recherche portent sur les politiques des pays en développement, sur les transitions démocratiques ainsi que sur les restaurations autoritaires. Comme vous pouvez le constater, le panel est de très grande qualité et on a bien hâte de les entendre. Comme structure, je vous propose une discussion d'environ 40 minutes qui va s'articuler autour de questions que je poserai à tour de rôle aux membres du panel. Et il s'en suivra ensuite une période de réponse aux questions, notamment les questions que vous auriez inscrites dans le chat et que je me chargerai avec plaisir d'adresser aux membres de notre panel. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et je souhaite réitérer mes sincères remerciements à nos panélistes pour leur présence et leur temps. Je vais donc ouvrir la discussion et je voudrais engager la discussion avec vous, professeur Gazibo. Je le mentionnais tout à l'heure, l'Afrique de l'Ouest a subi pas moins de 4 coups d'État en l'espace de 18 mois. C'est pourtant l'une des sous-régions qui dispose d'un dispositif, d'une politique plutôt ferme en matière d'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement et notamment des coups d'État. Qu'est-ce qui peut donc, pourquoi cette récurrence des coups d'État? Qu'est-ce qui peut concrètement expliquer cette instabilité politique qu'on observe dans cette sous-région? Je vous remercie, Steve. Merci beaucoup d'avoir organisé ce panel. Merci à tous les collègues. Bienvenue à tous les participants. Je commencerai par dire qu'en réalité, ces coups d'État ne sont surprenants que peut-être pour les personnes qui, d'une part, ne sont pas familières avec tout le débat sur la durabilité des régimes issus de ce qu'on a peut-être trop rapidement appelé les transitions démocratiques en Afrique, et d'autre part, peut-être les personnes qui n'observent pas sur le long terme les développements politiques qui sont en cours sur le continent. D'une manière générale, les personnes qui s'intéressent à l'étude de la démocratie le savent bien. Il y a peut-être 35 ans déjà, les premiers promoteurs de ces études-là, je pense à Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter, disaient que, en fait, la transition, c'est seulement la sortie des régimes autoritaires pour entrer dans une autre configuration institutionnelle qui peut être la démocratie, mais pas nécessairement, qui peut être la confusion, la guerre civile, les coups d'État. Donc, d'une part. Par ailleurs, il y a toute une littérature, en fait, qui postule une sorte de dépendance au sentier militaire. On sait que les pays où l'armée a exercé longtemps le pouvoir, en fait, avant l'ouverture au pluralisme des années 90, et surtout qui mettent en place des régimes hybrides. Je pourrais faire le lien plus tard avec le dispositif de l'Afrique de l'Ouest sur les changements inconstitutionnels, mais on n'a pas le temps pour l'instant, peut-être ça reviendra à la discussion. Donc, ces régimes hybrides-là qui ne sont pas vraiment démocratiques, qui ne sont pas nécessairement totalement autoritaires, en fait, sont des situations qui rendent ces régimes vulnérables aux coups d'État, surtout quand il y a cette historique de coups. Dans le cas de l'Afrique en général, là aussi, il faut le rappeler. Moi, je pense à un texte de Jean-Germain Gros il y a longtemps, 15 ans peut-être déjà, qui prévenait que, en fait, oui, il y a des progrès en Afrique, mais justement à cause de cette hybridité, de la difficulté d'approfondir les processus démocratiques,
Lui disait, et moi j'étais d'accord déjà à l'époque avec lui, bon, il y a quelques exceptions peut-être, mais il disait qu'il n'y a quasiment pas de régime en Afrique que l'on peut dire totalement sécurisé face aux perspectives de remise en cause. Donc, quand on voit cela, l'autre élément peut-être que je soulignerais, c'est que contrairement au coup d'État des années 70-80, enfin, on se couchait le soir et puis on se réveillait le matin, il y a un coup d'État. En réalité, les coups d'État qui se produisent ces derniers temps, de mon point de vue, sont relativement prévisibles. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'ils se produisent tous, en fait, à la faveur d'opportunités offertes par des crises que, ici, je résumerai très rapidement en deux catégories. Soit des crises de légitimité, soit des crises d'efficacité ou une combinaison des deux. Bon, on pourra toujours y revenir peut-être plus en détail sur ce que j'entends par ces crises et quel est le contenu, parce que ça peut renvoyer aux élections, ça peut renvoyer à la question de la pauvreté, ça renvoie à la question de l'insécurité. On pourra y revenir dans la discussion. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est que ces crises ou la perception de la gravité de ces crises dans l'opinion sont ces temps-ci exacerbées par un contexte marqué par l'accès, et je dirais même la démocratisation de l'accès aux réseaux sociaux, hein, et l'émergence d'activistes qui utilisent ces réseaux sociaux, et très souvent d'ailleurs en langue locale. Vous êtes au village, mais on fait la diffusion de messages très souvent en vue d'amplifier les frustrations, d'organiser la contestation, de fragiliser les régimes. Et tout cela, en fait, ouvre la voie à l'alternative du coup d'État, hein, qui est saisie souvent par les militaires. Dans le cas spécifique de l'Afrique de l'Ouest et des pays frappés par les coups d'État, je pense que ce qu'on voit, c'est que ces ingrédients sont réunis, même si leur combinaison varie d'un pays à l'autre. Je dirais aussi, pour aller très vite ici, que je pourrais les regrouper en deux ou trois catégories. D'abord, on voit, si on se réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des prédispositions communes à la dépendance à la solution militaire, très clairement. Hein, la tradition du recours à l'armée comme mode d'alternance, elle est assez partagée dans ces pays-là. Si vous regardez avant la vague récente, le Burkina a connu 6 coups d'État, si on inclut le renversement de Compaoré. Le Mali en a connu 4, si on inclut, oui, le premier coup d'État du colonel Goïta, et la Guinée 3, si on inclut le renversement de Moussa Dadis Camara et son remplacement par son second. Donc, si on se réfère à la littérature, en fait, ce sont des pays dans lesquels on s'attend a priori, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, mais a priori, c'est possible. Ensuite, ce que l'on voit aussi, je pense, c'est que dans les 3 cas, on a des coups d'État qui sont précédés par une mobilisation populaire relativement larvée. Hein, et il y a donc un contexte dont les militaires profitent. Mais il y a aussi, je dirais, des différences dans ces opportunités-là, dans la structure des opportunités offertes aux militaires. Par exemple, le premier coup d'État de Goïta au Mali, les coups d'État au Burkina, en Guinée, se sont construits sur la contestation du régime en raison essentiellement de son déficit de légitimité électorale ou d'efficacité. En revanche, si on regarde le second coup d'État de Goïta au Mali et celui au Burkina, qui arrive après la mort de Idriss Déby au Tchad et on va dire l'adoubement de son fils comme président, en fait, ce qu'on voit, c'est que ces coups d'État se sont nourris beaucoup du facteur externe, qui est essentiellement le facteur France. Le rôle de la France dans le contexte de la lutte contre l'insécurité et le fait que, dans le cas du Mali, mais plus tard dans le cas du Burkina, la question CEDEAO s'invite dans la danse, on voit que c'est une contestation du rôle de la France nourrie par l'inefficacité des régimes face à l'insécurité. Hein, qui font que aussi, et je terminerai là-dessus, ces coups d'État, moi j'étais au Burkina au lendemain de le renversement de Blaise Compaoré avec les mouvements sociaux absolument
pro-démocratie, quand il y a eu la tentative du RSP de renverser les institutions, j'étais convaincu que ça ne marcherait pas parce que j'avais vu les acteurs. Mais ces mêmes acteurs aujourd'hui, certains d'entre eux célèbrent les militaires et d'autres, s'ils ne les célèbrent pas, ou du moins sont relativement, on va dire, tolérants face à cela. Donc, ce facteur-là, que les gens voient comme une sorte d'affranchissement par rapport à la tutelle française joue aussi. Et je pense que ça, c'est peut-être, je terminerai là-dessus, qui peut ouvrir la voie dans beaucoup d'autres pays, en plus d'autres facteurs à l'irruption des militaires dans l'arène politique. Merci beaucoup, professeur Gazibo, pour cette vue panoramique des principaux facteurs qui peuvent être à l'origine de ces coups d'État, qu'ils soient politiques, sociaux, institutionnels et même économiques. Je voudrais me tourner à présent vers vous, professeur Jourde. Le professeur Gazibo, dans ses propos tout à l'heure, évoquait entre autres facteurs un déficit de légitimité de la part des autorités en place, un déficit d'efficacité, oui, de la part des institutions en place. Est-ce que c'est une lecture que vous partagez? Si oui, comment se manifestent concrètement ces faiblesses sur le plan institutionnel dans les États qui nous concernent aujourd'hui? Et en quoi concrètement est-ce qu'elles auraient pu, en quoi est-ce que on pourrait les considérer, dans quelle mesure on pourrait les considérer comme un facteur justement déclencheur de ces coups d'État à répétition? Oui, merci Steve et je remercie évidemment le Cerium pour cette invitation. Ça va être difficile d'ajouter quelque chose au tableau que mon collègue Mamoudou vient de brosser parce que c'est tellement complet et tellement juste et je suis en total accord avec tout ce qu'il a dit. Donc, bon, que dire de plus? Enfin, Mamoudou l'a souligné, il y a un problème de légitimité qui est très important dans plusieurs pays. Bon, évidemment, la mesure de la légitimité, c'est toujours un peu complexe. Comment savoir, comment la mesurer, comment mesurer son impact. C'est sûr que les coûts actuels, mais aussi si on remonte un peu dans l'histoire, plusieurs des coûts précédents s'inscrivent dans des contextes où on va notamment voir des présidents tenter de réécrire les règles du jeu. Donc, on a plusieurs coups qui s'inscrivent dans des contextes où des présidents soit avaient changé les règles pour, par exemple, aller au-delà de leur mandat, ou avaient lancé le signal qu'ils allaient peut-être le faire. Donc, on l'a vu, bon, dans le cas de la Guinée, les règles ont été changées, le coup d'État est venu quelques mois plus tard. Dans le cas du Burkina, en 2014, Compaoré envoie le signal qu'il pourrait changer les règles. Ça mènera au soulèvement populaire, évidemment. Donc, ce n'est pas un coup, mais encore une fois, on a une question de légitimité. Mamoudou s'en souviendra au Niger. L'ancien président Tanja lance des signaux à la fin des années 2009 concernant le fait est-ce qu'il reste, est-ce qu'il ne reste pas. On aura un coup d'État. Au Soudan, Omar al-Bashir, c'est la même chose qui se passe en fait. Il va y avoir des soulèvements très importants qui éventuellement mèneront à un coup de palais, mais c'est dans un contexte où Bachir, là encore, envoie le signal qu'il changera les règles du jeu. Donc, et puis on pourrait en trouver d'autres dans plusieurs autres pays. Donc, cette question de chef d'État, de gouvernant qui dans le fond, tente de s'accrocher au pouvoir, envoie le signal qu'il n'y aura pas de succession, qu'on n'est pas dans une circulation, dans un renouvellement des élites, crée évidemment peut engendrer des soulèvements populaires ou des règlements de compte à l'intérieur même de l'appareil étatique. Un autre cas qui est fascinant, c'est celui du Zimbabwe, où Mugabe s'accroche, on prépare une succession à l'intérieur, puis finalement, c'est un des proches du cercle présidentiel qui va le dégommer. Donc cette volonté de changer les règles du jeu dans un contexte où on espère avoir quand même une possibilité d'avoir des alternances, d'avoir une possibilité pour la population
de changer des leaders que l'on considère, et Mamoudou l'a bien dit, qui se sont avérés incapables, en tout cas, de régler des problèmes économiques très importants. Au Soudan, l'année précédant les grands mouvements en 2018, le prix des aliments de base explose. Hein. Le pain, c'est plus 300%. Les lentilles et le riz, c'est plus 200%. Donc, et ce sont donc des leaders qui n'arrivent pas à régler ces problèmes économiques. On parle des problèmes sociaux, évidemment. Et on l'a dit, je pense que mes collègues le rediront aussi, de la difficulté à gérer des problèmes sécuritaires, bien entendu. C'est le cas du Mali et du Burkina. La Mauritanie, le coup d'État de 2005 s'inscrit dans un contexte où des groupes armés ont massacré des militaires dans des bases dans le nord du pays. Le coup d'État vient de l'intérieur, encore une fois, mais c'est simplement pour montrer qu'on a cette dynamique. Peut-être dernier point, je vois que le temps qui m'est alloué passe, mais je disais en introduction que c'est toujours difficile de mesurer l'appui, la popularité de ceux qui font les coups. Alors évidemment, il peut y avoir des manifestations populaires dans les rues au moment du coup, mais ça, on le voit depuis les années 60. Je dirais la majorité ou presque des coups, on a vu cette popularité. Elle exprime un ras-le-bol de ceux qui ont été, entre guillemets, déboulonnés ou dégommés. Après, la question, évidemment, c'est de savoir dans quelle mesure cet appui va perdurer dans le temps. Il y avait une donnée intéressante d'Afrobaromètre. Bon, évidemment, on peut contester, je ne sais pas, les stratégies de sondage, mais c'était dans le cas de la Guinée au moment où Condé changeait la Constitution. Et puis, les sondages montraient que plus de 85% de la population était en faveur d'une limite de mandat. Et le président va aller ne va pas prendre ce genre de demande populaire en considération, et puis on connaît la suite. Donc voilà. Ça fait 5 minutes. Je vais m'arrêter ici. Il y aura plein d'autres choses à dire, mais je vais laisser la parole à mes collègues. Merci. Merci beaucoup, professeur Joud, pour cette lecture justement comparée qui nous permet de voir justement un certain nombre de points communs qu'on pourrait trouver entre ces différents coups d'État. Je voudrais à présent passer la parole au professeur Ben Cherif. Adib, l'un des principaux arguments évoqués par les putschistes pour justifier les coups d'État, c'est l'argument sécuritaire et en particulier l'échec des États concernés à enrayer la progression des djihadistes. Si on prend par exemple le cas du Mali, dans l'un de ses communiqués, la junte évoque entre autres raisons l'incapacité manifeste du pouvoir à faire face à la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de la nation. Le professeur Gazibo l'a mentionné tantôt, Cédric également. Est-ce qu'on peut donc considérer que les groupes armés ont, que ce soit volontairement ou involontairement, joué un rôle dans cette conjecture actuelle? Plus largement, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette incapacité des États concernés justement à enrayer la menace terroriste? Merci beaucoup pour la question, merci de l'invitation. Il y aurait beaucoup à dire en vérité, mais oui, l'argument de l'incapacité des États à sécuriser les populations est un argument qui est revenu à plusieurs reprises et qui est aussi un argument qui rend populaire ces coups d'État dans une certaine mesure au Mali, au Burkina Faso par exemple, et avec la question de cette idée que on a comme, en quelque sorte, comme coupable l'intervention internationale et l'opération Barkhane, qui serait en quelque sorte responsable de l'insécurité. Donc il y a cette théorie qui peut se décliner même en théorie du complot, où la responsabilité de l'insécurité serait causée par Barkhane, avec, même pour une théorie du complot, une alliance avec des groupes terroristes. Le fait est que, effectivement, sur le terrain, l'intervention internationale avec un tropisme contre-terroriste comment dire, amplifie ou aggrave la situation. Mais je vais plus prendre l'angle de la focale des groupes terroristes et me focaliser davantage sur les groupes armés dans mon propos. L'idée, lorsque les
putschistes au Mali sont arrivés, on s'est demandé quel allait être leur positionnement par rapport aux groupes armés terroristes, mais aussi, ou en tout cas djihadistes, mais aussi les groupes signataires des accords d'Alger. Donc ici, on parle de ceux qui ont signé l'accord de paix en 2015 et aussi les groupes djihadistes qui sont à l'extérieur de cet accord de paix. Et alors, très rapidement, on a vu que cette junte avait comme souci d'établir un dialogue avec les signataires de l'accord de paix, donc la plateforme et la CEMA, donc les deux grandes mouvements, coalitions de groupes armés, et donc essayer de les intégrer dans leur gouvernance dans une certaine mesure. Donc il y avait ce dialogue qui a eu lieu. Le point de rupture a été un petit peu quand le Premier ministre Choguel Maïga a été nommé, donc le dernier en date, après le deuxième coup d'État, le coup d'État dans le coup d'État. Et dans ce cas-ci, celui-ci était assez, très prudent vis-à-vis de l'accord d'Alger, au sens où il y avait même une volonté peut-être de le réinterpréter ou d'ouvrir des portes à une renégociation. Et les groupes armés signataires des accords de paix ont été extrêmement réticents à cela. Et donc, il y a eu comme un rapport de force qui s'est dessiné, un bras de fer qui s'est dessiné pendant la gouvernance de la junte au Mali. Par contre, il y a un réalignement, une volonté de quand même il parle d'une application intelligente de l'accord d'Alger, le Premier ministre. Donc, il y a comme des éléments de gouvernance peut-être qu'il ne souhaite pas, comme une espèce d'autonomie forte dans la région de Kidal qui pose toujours problème dans le sud du pays. Mais on voit qu'il a mis il a nuancé sa vision. Donc, il y a ce premier volet-là. Il y a aussi le volet de la négociation avec les groupes djihadistes. On a constaté que cette junte était beaucoup plus ancrée dans une négociation, mais explicite. Dans le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta, celui qui a subi le coup d'État juste avant, il y avait ce désir de dire on ne négocie pas les groupes djihadistes, même s'il y avait des négociations un peu informelles. Ici, il affiche qu'il négocie avec les groupes djihadistes. C'est d'ailleurs assez populaire de vouloir négocier avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le groupe de Yad Agrali, contrairement à l'État islamique où les acteurs s'entendent pour en fait ne pas négocier avec. Donc on voit déjà qu'il y a une stratégie un petit peu affichée de négociation avec ce joueur qui est un peu le grand vainqueur Yad Agrali dans les négociations puisqu'il a comme obtenu un nouveau capital et on a tous en mémoire la scène après la libération de 200 djihadistes en échange de Soumaïla Cissé et de l'otage française en octobre 2020, où c'est une scène christique, quasi christique, où on voit Yad Agrali, donc le chef du groupe djihadiste, habillé tout en blanc autour de ses hommes. Et il y a comme une sorte de rapport de force redéfini, ne serait-ce que sur le plan symbolique, au niveau de la communication, quand on voit ce groupe-là. Donc, il serait intéressant de voir si cette junte va réussir à établir une négociation avec ce groupe et essayer de l'éloigner de la sphère d'autres groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique et d'essayer de les avoir dans une logique de contre-insurrection contre un groupe djihadiste dominant, celui de l'État islamique. Donc, ça serait un petit peu ce que je dirais dans le cadre du Mali. Il y aurait beaucoup de choses à dire de manière très succincte, pour ne pas prendre trop de temps au premier tour. Dans le cas du Burkina Faso, ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a une logique contre-terroriste extrêmement portée sur l'offensive, c'est-à-dire non pas simplement sur des positions arrêtées, des postes, mais une volonté en fait de partir à l'affrontement et une volonté de renforcer la coordination dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, c'est un agenda qui avait été énoncé même par le chef de la junte en ce moment dans son essai Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais il énonçait déjà une vision dans la manière de faire du contre-terrorisme et dans la manière de devoir allier le politique au militaire. Il y avait un agenda qui était déjà structuré, en vérité.
Merci beaucoup, Adi, pour ce portrait justement et puis cette analyse qui met en évidence, entre autres, les failles des mesures nationales en matière de lutte contre le terrorisme dans la région concernée. Et je voudrais que l'on reste sur le champ sécuritaire et je voudrais vous passer la parole à présent, professeur Charbonneau, pour avoir votre analyse de la situation, mais cette fois-ci d'un regard, oui, à partir justement des approches ou bien des dynamiques régionales et internationales en matière justement de lutte contre, de sécurisation des populations, des biens et des populations dans cette zone. Oui, merci beaucoup, Steve. Merci aussi au Cerium pour l'invitation et tout. Et permettez-moi, avant de répondre, de faire un petit peu de promotion. Le bulletin Franco-Paix vient de paraître mardi dernier, et puis c'est un numéro spécial sur la même question, les coups d'État en Afrique. Et les auteurs feront une table ronde justement pour présenter leurs arguments la semaine prochaine aussi. Donc, si la question vous intéresse, vous êtes ici. On poursuivra la discussion de notre côté la semaine prochaine. Je le mets dans le chat là, si cela vous intéresse. Donc, bon, je ne surprendrai personne en disant, je pense, que l'approche, disons, internationale, on parle là donc de la dernière décennie, depuis au moins, je pourrais dire, certainement l'intervention française de janvier 2013 est un échec total et je dirais que la série de coups d'État, notamment au Mali, mais aussi ce qui se passe évidemment au Burkina et les risques au Niger, ce qui s'est vu au Tchad aussi, est même embarrassant en quelque sorte. Au Mali, certainement, on a énormément d'efforts du côté de l'ONU, mais évidemment la force française dans toute la région. Comme mon collègue Mamoudou disait, ce n'est pas non plus, même du côté sécuritaire, je pense, une surprise stratégique pour certains d'entre nous de voir la situation évoluer telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une dégradation d'abord de la sécurité, de la situation sécuritaire qui continue encore après 10 ans. C'est une dégradation qui est constante depuis au moins dans les rapports de l'ONU, du moins depuis au moins 2015, je dirais même dès 2014, 2013, 2014, après les premiers succès de Serval, la situation a continué à se détériorer. Ce n'est pas une surprise dans la mesure où, bon, moi et Cédric aussi avions écrit un rapport en 2015, j'avais écrit en 2012-2014 que l'approche justement qui est très axée justement, ou du moins déterminée par la guerre contre le terrorisme au Sahel, comporte des risques énormes. Et je pense que ce qu'on peut pas... Bon, j'ai eu à me battre beaucoup sur cet argument pendant des années, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être en désaccord. C'est que ça nourrit, en fait, ce que mes collègues ont dit, l'approche terroriste nourrit les dynamiques internes et se nourrit des faiblesses, en fait, ou viennent nourrir les faiblesses institutionnelles que Mamoudou et Cédric, notamment, ont soulignées. Beaucoup a été fait beaucoup d'arguments qu'on entend depuis quelques années déjà, 2-3 ans, je dirais, de dire que, bon, les approches militaires sont insuffisantes et que ça prend des solutions politiques, justement, pour régler les conflits, tout ça. Moi, je vais plus loin que ça. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment cette guerre au terrorisme, en fait, est encadrante et structurante. En fait, ce qu'elle fait, c'est de mettre des limites, des paramètres aux solutions, justement, politiques. En soi, l'outil militaire est une décision politique et une solution politique qui vient encadrer, justement, beaucoup des choses qu'on parle depuis tout à l'heure. Elle impose en quelque sorte, comme je dis, des paramètres et des limites. Et elle a construit, je pense, des conditions justement qui permettent tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, qui permettent à certains groupes armées non étatiques d'agir, par exemple, en se disant du contre-terrorisme. Ça permet aussi, évidemment, à la junte militaire de faire des arguments qu'elle est nécessaire à telle et telle solution étant donné la situation, donc de se donner une légitimité politique dans ce sens-là. Donc, ça cadre, autrement dit, vraiment l'environnement politique. Et je pense que ça, il faut le souligner, le remarteler, parce que ce n'est pas pour moi
l'opposition entre solution militaire et solution politique. Je pense que ça, cette binarité-là dans nos analyses et les solutions qu'on peut apporter est fausse. Je crois que l'outil militaire doit en fait être subordonné à évidemment des approches politiques, à des acteurs politiques qui, eux, devraient mettre de l'avant des stratégies de résolution des conflits qui vont dans plusieurs sens. Évidemment, mes collègues en ont parlé. Il y a une question institutionnelle et des questions évidemment intercommunautaires. Il y a des questions qui sont liées à l'accord d'Alger. Mais pour donner qu'un seul exemple, comment justement cette guerre au terrorisme encadre ou limite, disons, les possibilités politiques, ça a été l'absolu comment je pourrais dire ça poliment, la position très stricte de la France de ne jamais négocier avec ce qu'elle identifie comme les groupes terroristes. Donc, ce n'est pas à moi, Bruno Charbonneau, de dire est-ce qu'il faut négocier avec Ag-Ghali, par exemple. Je pense que c'est aux Maliens de le faire, de répondre à cette question-là, mais dans la mesure où, de l'externe, justement, le cadre de la guerre contre les terroristes inscrit cette ligne rouge, si vous voulez, cette limite-là ne pas dépasser, ça a des conséquences sur les dynamiques du conflit, sur les dynamiques politiques et tout ça. Et en plus de ça, on pourrait très rapidement, je vais seulement le mentionner, mais l'approche axée justement sur le contre-terrorisme a créé ses propres dynamiques, disons, de reproduction, c'est-à-dire une économie politique essentiellement du contre-terrorisme qui inclut évidemment la France, maintenant la Force Takuba européenne, la MINUSMA, mais aussi évidemment les acteurs à l'interne dans la région au Sahel. Adib notamment pourrait certainement parler, fait un peu des mentions vers ça, des groupes justement signataires qui travaillent au MSA, Garcia et tout ça, qui ont travaillé avec les forces et qui justifient, les forces françaises et qui justifient certaines de leurs actions et décisions dans le cadre de cette économie politique-là qui se forme autour d'une chasse aux terroristes. Donc, bon, je ne sais pas que je vais pas regarder mon temps, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais je peux m'arrêter ici. Puis, Merci beaucoup, professeur Charbonneau, pour cette mise en évidence des principales lacunes des approches internationales en matière de gestion et de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous en avez convenance, je vous propose que l'on passe au second tour de table, un second tour de table, et ensuite on pourra revenir pendant la période des questions-réponses à certains des arguments que vous avez évoqués dans le cadre du premier round. Et donc, je voudrais continuer avec vous, professeur Charbonneau, et toujours dans le domaine de la sécurité. À la suite du coup d'État, particulièrement si on prend par exemple le cas du Mali, on a vu que le temps est monté entre la junte au pouvoir et certains de ses partenaires bilatéraux, notamment la France avec l'expulsion de l'ambassadeur français en poste au Mali, mais également avec la demande insistante du rapatriement des soldats du Danemark qui étaient déployés sur le terrain. Je voudrais voir avec vous, dans ce contexte, comment entrevoir l'avenir de la coopération sur le plan sécuritaire entre le Mali plus particulièrement et ses partenaires bilatéraux, en l'occurrence la France, le Danemark et peut-être plus globalement l'Union africaine, mais également avec d'autres États du G5 Sahel. Oui, merci. C'est pas une question facile parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se déroulent actuellement, beaucoup de choses. Donc, on peut spéculer un peu, mais on peut quand même regarder ce qui se passe dans les 2-3 dernières années déjà, avant même les coups d'État, les transformations qui étaient en cours, ou du moins en discussion. C'est sûr que dans le moment actuel, je pense que le gouvernement à Bamako joue un peu le risque de s'isoler au niveau régional, international. Donc, il joue un peu avec le feu, mais en même temps qu'il y a une rhétorique quand même très nationaliste et presque, certains diront, anti-française. On avait encore dans les nouvelles cette semaine des nouvelles d'attaques coordonnées, de collaboration entre les armées françaises, maliennes et du G5 là, contre des groupes terroristes. Donc, sur le terrain, cette collaboration continue un peu.
Ce qu'on pourrait dire à propos justement des conséquences de tout ça pour la prochaine année, prochaines années, je pense que c'était déjà en cours et c'est la transformation de Barkhane vers un autre modèle. Moi je suis de ceux qui ne croient pas que Barkhane va quitter du tout, certainement pas quitter l'Afrique de l'Ouest. Peut-être les troupes ne seront plus au sol au Mali, mais cette transformation-là est en discussion depuis au moins 2019-2020 certainement, c'est-à-dire de s'extraire justement pour prendre une posture de guerre à distance, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Donc, la montée en puissance, par exemple, de l'utilisation des drones par Barkhane, qui viendrait, du moins c'était la théorie là, avant les dernières semaines, là, qui viendrait en appui, en fait, aux forces maliennes, aux forces du G5 et la force Takuba, donc les troupes européennes, qui elles accompagneraient sur le terrain, justement, les forces du G5, incluant les forces maliennes, avec l'appui, comme je disais, des outils ISR qu'on appelle donc sur le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, donc satellites, drones, etc. Un appui américain derrière ça. Et derrière tout ça, c'est vraiment une approche, je pense, qui là, se répand au-delà de ce qu'on appelle le G5 Sahel, justement, à l'Afrique de l'Ouest. Là, depuis au moins, la COVID a ralenti certains progrès, évolutions de ce côté-là, mais à Abidjan, par exemple, à Jacquesville, pour être plus précis, il y a la construction en fait, qui est déjà opérationnelle à un certain niveau, même si pas pleinement, de l'Académie internationale de contre-terrorisme, qui est une initiative ivoirienne dans le cadre de la coopération ivoiro-française au niveau militaire. Donc, il y a une historique là à aller voir, certainement. Ça date de la crise électorale en Côte d'Ivoire en 2011, mais c'était l'idée de garder les Français en Côte d'Ivoire. Et tout ça s'est accroché à la guerre au terrorisme au Mali. Et là, on voit que depuis 2 ans, notamment depuis qu'on a commencé à offrir des formations aux militaires ouest-africains, il y a une campagne pour que tout ça revienne, du moins qu'il n'y ait plus d'investissement. Et à Dakar aussi, des discussions à propos d'un centre justement d'analyse et de surveillance de la question terroriste depuis Dakar. Donc toujours dans un cadre franco-ouest-africain, donc avec un appui français, une expertise africaine forte, mais un appui justement ou certainement dans des collaborations. Donc on parle vraiment d'une transformation ici, je pense, de la sécurité, la gouvernance sécuritaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où tout cela ira. Je n'ai pas ma boule de cristal, mais je pense qu'on se dirige vers ça, vers une gouvernance sécuritaire régionale contre le terrorisme qui sera menée par la France au niveau, comme je disais, de la guerre à distance, drones, de surveillance, cueillette de renseignements. Et sur le terrain, ça reste à voir qui pourra être déployé, mais il y a certainement une tentative de construire, encore une fois, les forces spéciales ouest-africaines. Et là, je pense, pour moi, la seule chose qui est incertaine pour le moment, c'est le futur de Takuba. Donc, les Européens, est-ce que les Européens voudront continuer d'appuyer, parce que Takuba, en quelque sorte, était l'appui de l'Europe à l'approche française. Mais là, avec ce qui se passe depuis quelques mois, l'Europe n'est pas sûre qu'elle veut se mêler des affaires franco-africaines. Donc, une hésitation. Mais les Européens demeurent quand même très concernés par la question des conséquences de l'instabilité au Sahel. Donc, ils vont sûrement y garder un rôle, mais est-ce que ça voudra dire des troupes militaires sur le sol ouest-africain? Ça reste à voir. Merci beaucoup, professeur Charbonneau, pour cette analyse. Et puis, je voudrais toujours rester sur le plan de la sécurité et poursuivre avec vous, professeur Bencherif. J'ai envie de vous poser la question au regard de toute cette situation. Quel futur donc pour l'accord de paix d'Alger qui a longtemps été présenté par plusieurs comme étant l'une des clés de référence pour une sortie de crise? Eu égard au contexte qui prévaut actuellement au Mali et au développement récent, comment est-ce qu'on peut entrevoir la suite sur le plan de la mise en œuvre de cet accord particulièrement? Peut-être plus globalement, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation dans le futur? Je parle sur le plan de la conjoncture sécuritaire dans les autres États du Sahel. Oui, alors cet accord a toujours
créer des débats, des discussions. Ça fait des années que l'on parle de simplement le suivi de cet accord. Et il y avait plusieurs éléments de difficulté dans l'accord, c'est-à-dire la décentralisation renforcée plus ou moins au nord, des enjeux de nomination, comment installer est-ce qu'il fallait installer des patrouilles mixtes pour sécuriser l'administration et le retour de la gouvernance, ou est-ce qu'il fallait commencer par nommer des personnes pour diriger, gouverner cette région en accord avec les différents groupes armés qui ne s'entendaient pas entre eux. Donc, l'accord de paix a toujours été très délicat dans sa mise en œuvre. Néanmoins, il était un cadre qui permettait un retour à la paix. Le problème, c'est que c'est simplement un accord pour le nord du Mali, pas pour l'ensemble du Mali. Le centre du Mali est un autre épicentre qui a émergé en 2015, quasiment au moment où l'accord allait être résolu ou allait être décidé pour le nord du Mali. Donc, cela ne couvre que quelques éléments de la crise multidimensionnelle qui est vécue au Mali, et donc il ne suffit pas en lui-même. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça serait aussi de souligner qu'il y a eu une nouvelle structuration des groupes armés avec le cadre stratégique permanent, le CSP, qui a été établi à Rome en mai 2021. Et c'est une structure très étrange, ou en tout cas pour les observateurs de ces groupes-là, c'est quand même une reconfiguration entre des éléments de la plateforme, de la CEMA, et puis le groupe du MSA de Moussa Charlotman. Donc, c'est une restructuration où on a l'impression qu'ils font une nouvelle alliance, et la question était de savoir quels étaient les intérêts derrière cette nouvelle alliance. Il y a des rumeurs qui disent que les Italiens se sont notamment saisis de ce dossier et de cette ONG qui travaillerait éventuellement pour le ministère de l'Intérieur, ou en tout cas sur les dossiers d'immigration, pour que, en fait, cette nouvelle coalition de groupes armés permette de surveiller la migration au Sahel et serait financée par Rome. C'est une rumeur là qui commence à circuler, et donc elle servirait cet objectif-là. Et les autorités maliennes seraient au départ un peu rétifs, mais maintenant ils ont créé comme une sorte d'entente. Ils ont fait une rencontre il y a quelque temps à ce sujet-là, semble-t-il. Donc, vous voyez, même à l'extérieur de l'accord, on voit des configurations, des accords informels se nouer. Ici, c'est le dernier de l'heure, mais il y en a eu plein d'autres au Mali, des accords informels, que ce soit entre les groupes armés signataires de l'accord d'Alger ou même au centre, qui se jouaient, des fois beaucoup plus ponctuels, et avec même des ONG internationales faisant office de médiateur. Donc, c'est un théâtre avec une multiplication d'acteurs. Et je vais revenir juste en micro-point sur un élément qu'a énoncé le professeur Charbonneau, qui a tout à fait raison pour le caractère performatif de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'à trop regarder à travers ce prisme, on ne définit les choses que de la sorte, et on n'est pas capable de visualiser d'autres options sur la table, et simplement de ne pas comprendre les contextes locaux, parce qu'on résume tout cela à travers l'étiquette de terrorisme, alors qu'en fait, il faudrait être dans une compréhension beaucoup plus fine des contextes locaux pour savoir comment, par exemple, il y a eu radicalisation, recrutement, enrôlement dans les groupes, et saisir les dynamiques préexistantes à l'arrivée de ce canevas de lutte contre le terrorisme. Et on verrait des liens intercommunautaires, intracommunautaires, des allégeances statutaires et d'autres dynamiques sahéliennes qui sont très importantes, mais qu'on oublie lorsque l'on a ce tropisme sécuritaire. Merci beaucoup, professeur Bencherif, pour cette analyse justement de la conjoncture sécuritaire telle qu'elle se profile à l'horizon. Et puis, je voudrais poursuivre avec vous, professeur Jaude, et je voudrais qu'on fasse une incursion dans le champ politique. Au Mali, les putschistes disent vouloir mener la transition pendant une période de 5 ans.
Dans d'autres contextes, les ambitions sont plutôt ou moins claires, même si certains annoncent d'ores et déjà ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. Eh bien, dans ce contexte, quelle serait d'après vous la suite sur le plan politique? Comment, plus spécifiquement, entrevoir l'avenir politique au Mali, mais également peut-être dans les autres États de la région? Merci Steve. Ben, en fait, je pourrais reprendre un élément dont avait parlé tout à l'heure le professeur Gazzibo. Si on est plutôt pessimiste et qu'on regarde l'histoire et qu'on regarde ça de façon comparée, on pourrait dire la chose suivante, et c'est le fameux argument de ce qu'on appelle en anglais le path dependency, la dépendance au sentier. En gros, l'hypothèse, c'est que si dans le passé, les militaires ont déjà été au pouvoir à quelques reprises, il est pratiquement impossible de se sortir de ce sentier. Vous êtes pris sur ce sentier, soit pour des raisons, disons, matérielles, parce qu'en gros, les militaires ont le savoir-faire, ont la capacité d'intervenir, ont la capacité de s'incruster, d'y rester. Souvent, dans plusieurs pays, parce qu'aussi, ils ont développé des intérêts économiques. Je parlais du Soudan tout à l'heure, mais les principaux leaders du coup sont aussi parmi les plus richissimes hommes d'affaires, contrôlent le secteur de l'or, etc. On l'a vu en Mauritanie aussi. Donc, et par ailleurs, des pays qui n'ont jamais eu de coup d'État peuvent espérer rester sur une trajectoire, disons, civile. On pourrait dire le cas du Sénégal, par exemple, est un cas intéressant. Les militaires ne sont jamais intervenus. Bon, il y a une ambiguïté autour de 1962, mais donc voilà. Alors, en gros, est-ce que les pays qui ont connu des coups d'État, qui d'ailleurs, tous ceux qu'on a nommés, on avait déjà connus dans le passé, sont un peu, on parle du resource curse, et ici, ce serait le coup curse. Hein, on a la malédiction du coup, de la présence militaire. Est-ce que les militaires peuvent partir d'Égypte? Est-ce que les militaires peuvent complètement partir d'Algérie, peuvent partir complètement du Soudan, donc laisser complètement le pouvoir? Après, on peut essayer de chercher des cas plus positifs pour nous redonner un peu d'espoir. On pourrait dire que si on avait tenu ce panel au Ghana, dans les années 70 ou au début des années 80, on aurait été très pessimiste parce que le pays avait connu une succession de coups. Et le Ghana nous montre que finalement, c'est possible de mettre en place un régime démocratique avec des alternances au pouvoir. Et bien que les militaires soient intervenus dans le passé, ils ne sont plus jamais revenus. On anticipe mal qu'il pourrait y avoir un coup d'État au Ghana. Bon, personne ne connaît l'avenir, donc on ne sait jamais. Mais, et c'est même c'est un ancien putschiste, c'est Rawlings qui avait accepté de se retirer, de laisser le jeu démocratique en 2000 faire son œuvre. Et puis voilà, depuis ce temps-là, on a des alternances au pouvoir. Donc est-ce que c'est possible? Il y a le géant dont on ne parle pas, mais encore une fois, c'est parce qu'on fait cette conférence en 2022, mais c'est le Nigeria. Je veux dire, le Nigeria, de 66 à 99, c'est pratiquement 30 ans, moins 3, de militaires au pouvoir et de coups de palais, une tentative de le remettre aux civils. Hein, Obasanjo l'avait fait, le fameux Obasanjo l'avait fait en 79. Et là, a priori, on pourrait dire qu'ils se sont remis sur les rails de la démocratie. Bon, les plus cyniques diraient, c'est vrai, mais 2 des 3 présidents démocratiques sont d'anciens militaires, donc en fait, ils ne sont jamais tout à fait partis. Mais bon, ils ont le régime a survécu aussi à une insurrection terrible, comme on sait, celle de Boko Haram. Donc, le poids de l'histoire, est-ce qu'on est condamné à rester sur ce sentier d'une récurrence, d'un retour cyclique des militaires? Alors après, à chacun de voir, de faire les comparaisons pour voir si on a le chemin vertueux du Ghana ou alors celui des pays qu'on est en train, du Mali ou du Tchad, du Soudan, etc. L'autre élément peut-être à souligner rapidement, c'est que c'est évidemment la question de la démocratie, c'est-à-dire, je pense que quelqu'un l'avait nommé dans une des questions, mais de quelle démocratie on parle, évidemment? Est-ce que c'est l'échec au Mali, au Burkina, en Guinée, de la démocratie procédurale, celle qui, en gros, se limite à organiser des élections à cycle régulier, de temps en temps à changer les règles du jeu quand ça nous arrange? En effet, peut-être. Si c'est cette approche qu'on adopte, un des grands problèmes, c'est toujours la question c'est Przeworski qui avait dit ça, c'est la démocratie, c'est un système dans lequel on peut perdre
une élection sans que ce soit la fin du monde. Et j'avais un collègue à l'Université de Toronto, le professeur Wang, qui avait créé cette expression « learning to lose ». En fait, il faut trouver un système dans lequel on accepte de perdre le pouvoir et que perdre le pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. C'est la banalisation de la perte du pouvoir. Donc, au tout début, je parlais justement des coups qui arrivent dans des contextes où des leaders s'accrochent au pouvoir, changent les règles du jeu. Certains vont être expulsés par coup d'État, d'autres sont encore. Bon, est-ce que le cas de la Côte d'Ivoire, on a changé les règles du jeu? Le Bénin, on n'a pas changé les règles du jeu, mais les opposants ne peuvent plus concourir dans les élections législatives ou présidentielles. Donc, l'acceptation de la défaite comme grand défi pour instaurer une démocratie. Ça, c'est peut-être une perspective un peu procédurale, un peu élitiste. Après, si on veut prendre le regard plus vu du bas, c'est, comme on dit, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, si je suis un berger, un pastoraliste peul, quelque part dans le delta du fleuve ou en ce moment dans le nord du Bénin ou de la Côte d'Ivoire, c'est est-ce que je peux faire transhumer mon cheptel sans être soumis aux exactions des propriétaires terriens locaux qui sont de mèche avec le gendarme local et avec le juge local si jamais j'ose dénoncer une situation où on a extirpé le peu de ressources que j'avais, on a pris trop de têtes de bétail pour me laisser passer et faire abreuver les bêtes dans le fleuve. Donc, est-ce que cette démocratie au sommet dont on parlait tout à l'heure, qui est juste à propos de learning to lose, d'apprendre à perdre, est-ce qu'elle a ses ramifications pour le citoyen lambda? Ou est-ce que ce soit le colonel machin ou le président civil Y qui est au pouvoir, dans la vie de tous les jours, ça ne change rien. Et donc, là vient la question justement de l'institutionnalisation de mécanismes de protection des droits, des libertés, du respect du citoyen, de la citoyenne au bas de l'échelle. Et c'est peut-être ce problème-là aussi qu'on n'a pas réglé. Alors, il y a une tension ici. Dans le fond, est-ce que, pour le dire un peu de façon simpliste, le Sénégal est une démocratie, bon, certains vont peut-être dire que non, mais bon, une démocratie qui, a priori, perdure dans le temps. Est-ce que le berger peul dans le ferlo voit ses droits davantage respectés que celui qui serait dans un système actuel dirigé par les militaires? Peut-être que oui, peut-être qu'il y a plus de recours, justement, il y a une règle de droit un peu plus établie, mais même là, ce serait à voir. Donc voilà, c'est des questions que je soulève, évidemment. Bon, puis dernier point, j'avais dit, oui, c'est ça, le coup curse. Je pensais à ça tout à l'heure, mais bon, pensez à l'Amérique latine. Dans les années 70-80, c'est coup d'État après coup d'État après coup d'État. C'est le continent des coups d'État. Puis bon, depuis les années 80, finalement, on a trouvé des mécanismes, certes pas parfaits. Et les militaires, a priori, ne sont plus... Bon, ça dépend du pays, trop de retour, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, c'était quelques réflexions sur le long terme. Je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, professeur Jo, pour ces réflexions qui mettent déjà en évidence quelques pistes à envisager pour justement sortir de ce cycle infernal de coups d'État à répétition. Puis, je voudrais terminer ce second round avant que l'on ne passe à la phase des réponses aux questions. Je voudrais donc terminer ce second round avec vous, professeur Gazibo. La réaction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ne s'est pas fait attendre. Elle a pris un certain nombre de sanctions. Elle a infligé certaines sanctions aux États concernés. Dans le Mali, par exemple, on parle, il y a la suspension de sa participation à la CEDEAO, mais également un ensemble tout un éventail de sanctions économiques. Et puis, j'ai envie de vous demander quelles peuvent être les répercussions, les conséquences de ces sanctions sur le plan sous-régional, mais même au plan micro, sur les populations, pour un État comme le Mali, quelles peuvent être les conséquences de toutes ces sanctions? Oui, je disais que les conséquences sont évidentes. On peut essayer de faire comme une série. Pour le Mali, c'est sûr que c'est une situation qui va, je pense, rapidement devenir intenable. C'est quand même un pays qui est
enclavé, qui est dépendant de ses voisins. Bon, même s'ils essayent d'avoir des ouvertures vers la Mauritanie, la Guinée, on ne rebascule pas toute une économie du jour au lendemain ainsi. Je pense qu'ils en sont conscients, de sorte que j'ai entendu hier ou aujourd'hui le gouvernement dire qu'ils mettent en place une sorte de task force pour voir avec la CEDEAO comment trouver un compromis sur la durée de la transition. Donc, à court, je pense à moyen terme, c'est sûr que pour le régime militaire qui, pour l'instant, avec, on va dire, toute cette mobilisation autour de l'armée française, de la présence française, a encore, je pense, un soutien assez clair dans la population. Mais c'est sûr que ça peut s'évanouir si les sanctions venaient à prendre une tournure que les gens vont sentir au quotidien. Et puis aussi, c'est une situation difficile pour beaucoup d'autres pays. Je pense que le Sénégal, qui est un pays par lequel passe une grande partie des échanges avec le Mali, souffre aussi de cette situation. Donc, il y a des effets économiques qui sont clairs, je crois, pour le Mali, pour les pays. Mais il y a aussi des effets, je pense, qui sont politiques, qui sont plus importants. Voyez-vous, la CEDEAO, l'Union africaine, toutes ces institutions africaines, il y a clairement un fossé qui s'est creusé, qui a toujours existé, mais qui s'est creusé avec la population et qui devient plus évident, ou en tout cas que les gens perçoivent plus en raison, je reviens encore une fois à l'activisme aux activistes, aux réseaux sociaux, qui font que, bon, on présente maintenant la CEDEAO comme une communauté simplement intéressée par le sort des chefs d'État et non pas par les populations elles-mêmes. On a vu toutes les mobilisations qu'il y a eu. Au Burkina Faso, le coup d'État qu'il y a eu, en fait, est arrivé à peu près au moment où la société civile burkinabé voulait bloquer le pays pour dire, bon, vous bloquez l'accès du Mali à la communauté, nous, on ferme le Burkina Faso. Donc, on voit qu'il y a une césure très claire et il y a une perte de légitimité de l'institution régionale. Et moi, je suis en contact avec des gens qui exercent des fonctions politiques. C'est pas le moment, mais je dirais que j'ai parfois des échanges avec certaines de ces personnalités et je leur dis, si vous ne faites pas attention, on va avoir des régimes militaires durables dans toute la région. Parce que ce que l'on voit, c'est que le moment où il y a une masse critique de présidents militaires, qui va s'asseoir autour de la CEDEAO pour prendre des décisions? Déjà, vous avez plusieurs pays qui, de fait, en fait, n'y participent pas, créent une forme de communauté entre eux. Donc, je crois qu'il y a des sérieuses interrogations. L'autre élément, c'est que tout cela met à nu aussi le fait que, bon, il y a des instruments, vous faisiez référence à ces instruments en introduction, mais clairement, on a l'impression que, bon, d'abord, tous les mécanismes de prévention ne fonctionnent pas. Ou en Guinée, dans le cas de la Guinée en particulier, bon, il y a eu des médiations qui ont été faites pour éviter que cette question du troisième mandat se pose. En Côte d'Ivoire, on n'a pas fait grand-chose. Au Mali, quand il y a eu les élections législatives et qu'il y a eu cette annulation d'une série de votes, bon, qu'est-ce qui a été fait? Donc, ce qu'on voit, c'est que la CEDEAO, en fait, quand les régimes sont en place, il n'y a quasiment rien qui est fait. Et c'est quand il y a des renversements que on intervient, ce qui fait que dans beaucoup de pays, d'ailleurs, les gens se mobilisent pour dire ils ne vont pas atterrir à l'aéroport, on ne veut pas vous voir ici. En Guinée, c'est ce qui s'est passé. Là, il y a des réflexions. Par exemple, la CEDEAO, l'idée, c'est de dire, bon, il faut qu'on prenne en compte aussi tous ces changements non constitutionnels de gouvernement. Parce que la vérité, c'est que les coups d'État, certes, il faut distinguer entre les professions de foi, notre responsabilité. On entend ça toujours quand il y a des militaires, on va assurer la sécurité, le gouvernement est inefficace, et la réalité. Donc, il y a des professions de foi qui sont opportunistes, mais clairement, ce qu'on voit, c'est que c'est basé sur quelque chose, et ce quelque chose, c'est le fait que, bon, il y a un déficit au niveau des pays, et il y a une incapacité de la région, voire de l'Union africaine. Le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, l'a dit. Clairement, c'est ainsi le fait que, bon, on a des instruments inadaptés, inefficaces. Il y a un manque de solidarité. Donc je pense que l'enjeu est très clair. On a un risque évident
d'éclatement. Puis, il y a des incohérences. Par exemple, les sanctions qu'on prend contre le Mali. D'une part, il y a quand même le principe de l'ouverture des frontières. Il n'y a pas de frontières en réalité aujourd'hui, un peu comme à l'image de l'Union européenne. Vous avez au niveau de l'Union africaine la zone de libre-échange continental. Donc, vous avez ces principes, ces ouvertures, et puis on a aussi donc, de notre côté une fermeture des frontières. Donc, il y a des incohérences. Je pense qu'on est à un tournant, et si ces institutions ne se réinventent pas, il y a un risque sérieux que les acquis qu'on a, qui sont quand même là, je pense que la libre circulation, le passeport communautaire, tout ça, ce sont des acquis, mais qui sont aujourd'hui, je pense, en danger au regard de l'inefficacité que l'on constate sur le terrain. Merci beaucoup, professeur Gazibo, pour cette lecture, justement, qui met en évidence les failles des mesures adoptées au plan sous-régional, notamment de la CEDEAO, mais également de l'Union africaine, et de leur incidence, justement, en termes de lutte contre ou de prévention, justement, des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Ce qui nous permet donc de clore cette première partie de nos échanges. Et donc, si vous en avez convenance, je vous propose que l'on passe directement à la phase de réponse aux questions. Et je voudrais tout de suite annoncer que les professeurs Charbonneau et Bencherif devront nous quitter sous peu pour aller répondre à d'autres engagements professionnels, mais nous resterons jusqu'à 12h30 avec les professeurs Gazibo et Joud pour poursuivre la discussion et répondre à certaines questions qui ont été inscrites dans la boîte Q et AR. Puis, je voudrais commencer avec vous, professeur Bencherif, directement. Entre autres questions qui vous ont été adressées, il y a l'un des participants qui s'interrogeait sur le point de savoir si les militaires, par exemple au Mali plus spécifiquement, si les militaires n'étaient pas plutôt le problème et non pas la solution, comme on a tendance à le croire. Et une autre question qui vous était adressée était celle de savoir éventuellement, qui revenait justement toujours sur cette mise en œuvre de l'accord d'Alger. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre que des mécontentements justement au niveau de certains groupuscules et que cela justement bloque tout le processus consacré à travers cet accord? Merci. Alors, je m'excuse pour devoir me sauver ce caractère compressé. Je m'excuse auprès des organisateurs et des autres panélistes. Ce sont deux excellentes questions et basées sur deux craintes réelles, à savoir dans le cadre du mécontentement des groupes signataires des accords de paix. Oui, bien évidemment. Après, vous avez ce cadre stratégique permanent qui, pour moi, est très intriguant, qui a été établi en 2021 et qui peut répondre à d'autres agendas ou à une évolution des agendas politiques de ces groupes. Donc, c'est à suivre. Mais ceux qui ne font pas partie de ce cadre stratégique permanent ou qui sont des groupes qui peuvent se sentir marginalisés peuvent, comme on l'a vu dans la période intérimaire, reprendre les armes. On peut observer des échauffourées, d'éventuels conflits avec les forces de sécurité ou autres. Donc, ce scénario, je ne l'écarte pas. Combien même, j'aurais quand même l'impression que certains acteurs parmi les groupes signataires, je pense au HCUA ou au GATIA, ou MSA d'AOSAC se sont extrêmement bien positionnés dans l'arène politique normalienne et ne dépendent pas exclusivement des accords de paix, de l'accord de paix. Par rapport aux militaires, il y a eu la thèse de Marc-André Boisvert qui a abordé la question des militaires au Mali. La question était déjà de savoir si cette armée était capable de pouvoir gérer le Nord Mali. Est-ce qu'elle avait réussi à intégrer les communautés nomades, notamment les Touaregs des ex-rébellions, au sein du corps militaire avec un sentiment d'appartenance? Cette question revient nécessairement quand on voit qu'il y a eu à chaque fois c'est des déserteurs, donc en 2006 et en 2012, des désertions au sein même d'officiers. Donc, c'est une véritable question de savoir comment ils vont réussir à avoir un schéma d'intégration cette fois, d'intégration réussie et une confiance mutuelle. Il y avait la question initialement par rapport aux communautés Touareg de ne pas avoir de rang d'officier pour certains
quand ils entraient au sein de l'armée malienne, donc comme une sorte d'équivalence, mais ils n'avaient pas de formation nécessairement. Donc, comment les reconnaître? Donc, il y a cet enjeu d'inclusion, de reconnaissance de l'expérience, des préjugés des uns et des autres, hein, parce que c'était des deux côtés, qui ont posé problème, disons, à ce que l'armée soit efficiente au nord du Mali. Donc, il y a cet enjeu-là. Et il y a un enjeu que l'on peut reprocher mais pas qu'un simplement aux militaires, mais à bien nombre d'autres acteurs, notamment les groupes signataires, qu'ils aient des collisions avec le trafic illicite ou avec et donc mais je ne le verrai pas de manière comment dire, je n'isole pas les acteurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux relationnels entre les acteurs et qu'il faut être très attentif à ne pas essayer d'avoir le coupable idéal et de voir qu'il y a souvent des jeux d'alliance entre institutions, entre groupes, qu'un individu appartenant à un corps sécuritaire a des allégeances préexistantes communautaires, ethniques, statutaires, et que c'est un jeu beaucoup plus trouble. Il y a des strates de l'insécurité, pour reprendre l'expression de Cédric Jourde, et il faut avoir conscience de ces différents niveaux. Merci beaucoup, professeur Bencherif. Et encore une fois de plus, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre temps. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être très rapidement également poursuivre avec vous, professeur Charbonneau. Il y a eu un long commentaire dans le chat et justement en lien avec la présence qui revenait justement sur la présence française au Mali et certainement je veux dire un commentaire qui appelait encore quelques réflexions de votre part sur les failles donc des approches ou bien de ces dynamiques internationales en matière de résolution de conflits dans l'espace sahélien. Oui, merci. Je ne pourrais pas répondre évidemment à tout. J'ai essayé de tout lire, mais bon, il y a énormément d'enjeux, de questions et peut-être une façon de répondre à plusieurs d'entre elles, c'est rebondir sur ce que Mamoudou disait. Je pense que la question de la diffusion régionale est absolument essentielle. Je pense que d'analyser les coups d'État au cas, par pays, n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut effectivement considérer les enjeux, ou disons, je dis diffusion, mais disons l'aspect régional de la chose qui inclut les réactions qui ont manqué de la CEDEAO, de l'Union africaine. Je renverrai aussi au manque quasi total de réaction lors du premier coup d'État au Mali en août 2020, où la France n'a presque rien dit, l'ONU s'est cachée un peu, et tout le monde a un peu balayé ça sur le tapis. Du moins, les réactions étaient très prudentes le premier coup et très lentes. Et je renvoie ça à ce que je disais tout à l'heure, mais je vais le mettre dans un cadre peut-être encore plus large, c'est-à-dire l'influence, comme je disais, sur la guerre du terrorisme, où la priorité n'est pas nécessairement la démocratie ou même le processus de paix, mais bien cette guerre. Mais je veux le rattacher à des enjeux qui débordent même de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire maintenant un contexte global de quatre guerres qui ont échoué, en fait, très largement en Afghanistan, en Irak, les plus connus, mais aussi la Libye. J'ai vu des questions par rapport à la Libye, l'intervention de 2011, printemps arabe et tout ça. Il faudrait mettre ça dans le cadre, disons, des enjeux, des discussions, des normes sur des interventions, la présence internationale au Sahel, et la guerre contre l'État islamique aussi, qui, bon, on n'en parle plus, mais qui est encore là. Donc, quatre guerres qui ont inspiré, à bien des égards, je vais dire ça comme ça, l'approche française au Sahel, toute la stratégie, en fait, militaire au Sahel et au Mali, et qui, selon moi, se dirige vers peut-être ce qu'on pourrait appeler le 5e échec, justement, des 20 dernières années de la guerre contre le terrorisme. Et donc, pour moi, ce que Mamoudou disait doit aussi être vu dans ce sens-là, c'est-à-dire que même si on a des gouvernements civils, on en a quand même maintenant, comme on pourrait voir au Niger, par exemple, en Côte d'Ivoire, des gouvernements encore civils, mais qui s'appuient, en tout cas, ça on pourrait en débattre,
mais à bien des égards sur cette posture-là internationale, donc sur des alliés internationaux qui font la guerre contre le terrorisme. Donc, le Niger est bien engagé sur cette voie-là, évidemment, avec tout ce qui se tourne autour d'Agadez, notamment la base à Agadez. Donc, a mis beaucoup de ses cartes dans ce panier d'avoir des appuis internationaux. Et on voit la Côte d'Ivoire aussi qui l'avait fait à partir de 2011 et qui semble vouloir poursuivre dans cette direction. Donc, la question de la militarisation des régimes, oui, c'est clair, c'est une question hyper importante, mais je pense que même au niveau civil, ce que je veux dire par là, c'est que si, justement, comme on voit la montée d'une forme de populisme, ou du moins certainement des manifestations qui viennent des populations comme au Mali, au Burkina et ailleurs, comment est-ce tous les régimes ouest-africains, incluant les instances régionales, vont réagir à cette opposition-là, dans un cadre de guerre contre le terrorisme? Est-ce que ces oppositions politiques-là vont devenir tout d'un coup des oppositions qu'on va appeler ou vouloir appeler terroristes, ou vont être vus comme légitimes et qu'on pourra répondre d'une autre façon, disons, que par les armes. Donc, pour moi, je suis d'accord que le cadre et le moment est très, très, très précieux et dangereux, très sérieux. Et donc, c'est ça que je voulais souligner. J'espère que j'ai répondu à plusieurs des autres questions. Je vais devoir malheureusement vous quitter. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde et pour une excellente conversation encore une fois. Merci, chers collègues, et pour tous ceux qui étaient ici avec nous. Merci beaucoup, professeur Charbonneau, et merci justement pour cette réponse qui prend en compte un ensemble de questions qui étaient déjà inscrites dans le Sahel. Merci encore de votre participation et de votre disponibilité, et au plaisir. Professeur Gazibo, dans le chat, on a une question de Mireille Manga et qui vous est spécifiquement adressée. En substance, elle s'interroge sur le point de savoir si l'histoire et la culture, si ces deux aspects ou ces deux éléments n'auraient pas un rôle à jouer dans l'explication de ces régressions des régimes démocratiques en Afrique de l'Ouest. Oui, merci beaucoup pour la question, mais je dirais que Cédric Jourde a commencé, enfin, a répondu en grande partie, même si ce n'était pas directement à la question. Je pense que tout dépend du point de vue que l'on prend et surtout si on fait des comparaisons. Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui pense que on peut changer, même si j'ai commencé par rappeler la dépendance au synthé, je suis d'accord avec Cédric. Ça ne veut pas dire que, comme je disais, ce n'est pas nécessaire que les pays suivent cette trajectoire-là, mais il y a des grands risques. Ceci dit, comment est-ce qu'on sort de là? On sort de là par des bonnes pratiques, par des acteurs engagés, par des institutions fortes. J'aime toujours raconter cette anecdote de ma première rencontre avec Jerry Rawlings, alors président du Ghana, que j'ai pu rencontrer plusieurs fois ensuite, et à qui on demandait, bon, est-ce que vous allez rester au pouvoir et mourir comme tous les autres présidents, changer la Constitution? Puis il avait une réponse simple, il disait, écoutez, je peux changer la Constitution parce que rien dans le texte ne s'y oppose, j'ai la majorité au Parlement pour faire ça, je pense en toute modestie que je suis assez populaire. Alors pourquoi je ne fais pas ça? Pour l'exemple. D'ici moi, je fais ça, peut-être que mes successeurs ne vont pas le faire et si je respecte les règles. Ce que disait Cédric sur le Ghana, pourquoi est-ce que malgré la série de coups d'État au Ghana avant l'ouverture démocratique, ça fonctionne maintenant? En grande partie, c'est qu'on a eu, dans ce cas-là, un leader visionnaire et ce n'est pas parti de rien. Quand on connaît cette histoire-là, ça fait très longtemps qu'il projetait cela. Et donc, et on pourrait aller dans le détail. Donc, voilà un homme exemplaire qui, président, soutient son vice-président, mais Cédric parlait de Przeworski et de l'idée que c'est un système dans lequel il faut perdre et accepter. Ben, le vice-président perd, ils acceptent. Ce monsieur lui-même, au bout de 8 ans, il s'en va. Hein? Il y a même des cas de présidents en place qui sont battus, parce que ça, c'est un autre cas de figure. Donc, on voit que quand on a les bonnes pratiques, quand l'opposition croit qu'elle peut arriver au pouvoir si elle travaille fort pour se faire élire, ça change la donne. Mais si vous bouchez comme on le fait dans beaucoup de pays, en fait, on peut avoir des régimes autoritaires qui vont rester dans la durée, mais ils ne sont jamais assurés de perdurer parce qu'un coup d'État ou une révolte populaire est toujours possible. Donc est-ce que la culture, je ne sais pas.
moi, je ne suis pas un grand fan des arguments culturels en général, parce que là aussi, les cas comme le Ghana, pourquoi le Ghana, si c'était la culture, on parle de culture africaine, ou en supposant qu'elle existe, pourquoi alors le Ghana réussit et pas un voisin? Donc, c'est pour dire simplement que si vous prenez le Ghana, par exemple, l'urne transparente, je pense que c'est le pays qui l'a introduite. Vous allez voter, vous êtes sûr que le fond n'est pas déjà rempli, parce que l'urne, on voit ce qu'il y a dedans. La commission électorale, le président de la commission, il a un statut de membre de la Cour suprême américaine. Donc, quand on le met en place, il est là à vie carrément. Donc, pourquoi est-ce qu'il irait se compromettre avec un président qui est là pour 4 ans? Donc, voilà, il y a on peut réussir. Donc, je ne pense pas que ce soit une question culturelle en tant que telle. Je crois que le pouvoir est difficile à, disons que sans contre-pouvoir fort, sans un minimum d'adhésion. Quelqu'un disait il y a longtemps, il faut être démocrate, sinon par conviction, au moins par convenance. Si on a ces éléments-là, en fait, on peut briser le cercle. Mais tant que vous avez, pour moi, tant que vous avez de l'injustice, tant qu'il n'y a pas un minimum d'état de droit, tant qu'il n'y a pas un minimum de possibilités d'alternance, d'expression, vous avez toujours la menace du coup d'État de la révolte populaire. Parfait. Merci beaucoup, professeur Gazebo. Justement, votre réponse, justement, brosse une autre question, prend justement en compte une autre question même qui était posée dans le chat, notamment celle de l'état de droit. Peut-être je vais vous passer la parole, professeur Joude, pour aborder avec vous la question de l'effet de contagion. Dans votre lecture comparée, dans la lecture comparée que vous avez faite en début de cette table ronde, vous l'avez déjà évoqué, mais cette question revient encore dans le chat à 2 ou 3 reprises, des personnes qui s'interrogent justement sur l'effet de contagion que ces coups d'État à répétition pourraient avoir sur d'autres États de la sous-région et même au-delà en Afrique centrale, par exemple. Non, c'est une bonne question, celle de la contagion. La recherche en sciences politiques, elle avance quand même des hypothèses. Bon, est-ce qu'elles sont hyper solides, c'est à voir. On l'avait déjà posé, la question de la contagion, au tout début de la troisième vague, là, au début des années 90, dans le sens positif, quand on avait vu les conférences nationales. Bien, dans le fond, c'était un précurseur établit un modèle, celui de la conférence nationale, et puis le modèle va voyager, donc des pays voisins vont emprunter ce modèle, des sociétés civiles, ou en tout cas des organisations de la société civile, peu importe comment on le définit pour l'instant, on n'entrera pas là-dedans, mais vont voir ce modèle qui marche bien dans un pays, on dit, ah tiens, le Bénin fait bien, on va l'exiger chez nous, et donc le modèle se déplace. Bon, après, évidemment, comme beaucoup d'autres chercheurs l'ont montré, les régimes autoritaires ont aussi une capacité d'apprentissage qui est très forte. Le learning curve des régimes autoritaires est très fort. Et là où les conférences nationales ont pu marcher dans certains pays, bien après, des leaders autoritaires ont su l'utiliser pour mieux le torpiller et en fait rester au pouvoir. Alors, la contagion au niveau du coup d'État, oui, c'est-à-dire que ben, de toute façon, on la voit, elle comment dirais-je, elle donne elle fait partie d'un répertoire dans lequel des voisins vont peut-être vouloir se servir ou imiter. Alors, l'imitation, par contre, ne veut pas dire une reproduction, une reconduction exacte du modèle. On le voit même un petit peu au Burkina. On voit que les leaders burkinabés apprennent je ne sais pas si ce sont des erreurs de leurs confrères maliens, mais en tout cas, ont décidé de ne pas faire exactement, de ne pas prendre les mêmes décisions que leurs confrères maliens. Donc, même dans la contagion, il y a une adaptation à l'intérieur de chacun des pays qui l'adoptent. Est-ce que cette contagion peut se déplacer en Afrique centrale, évidemment. De toute façon, il y a eu des coups d'État en Afrique centrale, il y a déjà quelques années, mais et des modèles de succession par parentèle ou par lignage, qui est aussi un autre modèle d'ailleurs. Est-ce que c'est une contagion de père en fils ou l'équivalent? Donc oui, c'est tout à fait possible, mais simplement, je voudrais peut-être, la seule prudence ici, c'est de bien comprendre que au moment du déplacement dans un autre État, il peut y avoir des différences importantes qui n'amènent pas exactement le même modèle. C'est peut-être ce que je dirais. Ouais.
Merci beaucoup, professeur Joe. Nous, professeur Gazibo, peut-être qu'on va terminer avec cette question qui est un peu comme une sorte de perspective qu'on pourrait faire. Il y a une question que j'ai notée dans le chat qui était celle de savoir si on peut, on regarde la situation du contexte et quand même de cette adhésion constante des populations au processus démocratique qu'on peut observer justement en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut espérer avoir peut-être dans un futur très proche la naissance d'une conscience démocratique? Est-ce qu'on peut considérer que dans cet espace sous-régional, une certaine conscience démocratique serait en gestation, ce en dépit, bien évidemment, du regard pessimiste qu'on a pu jeter sur justement les processus électoraux et de démocratisation dans les États de cette région? Alors, je dirais peut-être 2 ou 3 choses. La première, c'est que je pense que c'est Cédric qui a évoqué rapidement l'Afrobaromètre. Si vous regardez les données de l'Afrobaromètre, donc qui sondent un peu les populations africaines, leur rapport à la démocratie, entre autres, clairement, ce qu'on voit, je pense à un texte qui commence à dater maintenant, mais qui s'appelait African Surprising Universalism. Et l'idée, c'était de dire que finalement, quand on regarde, on sonde les Africains, leurs aspirations, en fait, ne diffèrent pas tant, ou souvent même sont au-dessus des aspirations des populations de la plupart des autres pays. On a même montré quelquefois que quand vous sondez, par exemple, les jeunes dans les vieilles démocraties occidentales, les États-Unis, France et entre autres, la proportion de gens qui se disent prêts à vivre sous des régimes autoritaires est plus élevée qu'en Afrique. Des jeunes, peut-être parce qu'ils sont nés dans des pays plus tranquilles, tout ça, qui sont prêts à accepter un gouvernement autoritaire. C'est moins le cas en Afrique. Donc a priori, si on s'en tient à ces données-là, qui sont quand même maintenant, qu'on a depuis maintenant de longtemps, avec des enquêtes, souvent 4, 5 rounds d'enquêtes dans plusieurs pays, il y a quand même quelque chose d'assez constant. On voit que les gens sont attachés à la démocratie. Bon, et une démocratie qu'ils entendent de façon relativement semblable à ce qui nous vient à l'esprit quand on en parle. Donc, une vision procédurale, oui, aussi il y a des bénéfices sociaux qui en découlent, mais surtout la liberté. C'est ça, en fait, pour moi, qui est au cœur de ce débat-là. Donc, on voit cela. Alors, comment ça se fait qu'il y a, malgré tout, bon, des retours de coups d'État, des régimes relativement autoritaires un peu partout sur le continent? Bon, là aussi, je pense qu'il y a clairement, dans beaucoup de pays, une forme de distorsion entre la société et les institutions. C'est-à-dire que la société, elle est relativement ouverte à la démocratie, mais les institutions, et notamment ceux qui les dirigent, non. Bon, là, comment l'expliquer? C'est là aussi, il faut retourner lire ce que, là aussi, Cédric en parlait tout à l'heure, les régimes autoritaires et le dispositif qu'ils ont pour s'assurer que le jeu ne soit pas transparent. Vous savez, Tocqueville disait déjà que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas ou qu'on veut la liberté ou qu'on ne supporte pas la domination qu'on va y échapper. Et il y a d'une part les capacités dans la société à s'organiser, à créer des ouvertures, mais il y a d'autre part les capacités des régimes en place, eux, à fermer le jeu politique. Et donc, quand vous avez des situations comme celle-là, vous comprenez pourquoi, d'une part, les gens peuvent vouloir la démocratie, mais que d'autre part, elle n'existe pas dans la réalité. Et puis, l'autre élément aussi, c'est que ce que l'on voit, moi, ce que je vois, par exemple, les coups d'État récents en Afrique, c'est vrai, vous entendez certains dire que les militaires restent 20 ans ou 30 ans. Mais ce que j'entends le plus, c'est que, en fait, là aussi, le philosophe Alain disait que tous les hommes avec grand âge cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont prêts à se pendre à la corde des militaires, en tout cas momentanément, en espérant qu'ils remettent un peu d'ordre. C'est ça l'espoir. On veut de la sécurité, on veut plus de justice. Mais je ne pense pas qu'ils disent on veut un régime autocratique qui enferme les gens comme sous Idi Amin. Il y a un espoir, en fait. Mais encore une fois,
nous autres qui étudions ces phénomènes et qui sommes assez vieux pour avoir connu beaucoup de coups d'État, en fait, moi, j'ai beaucoup plus de mal à aller me jeter dans la corde que tente un militaire. J'attends de voir. Mais je ne crois pas que ce qu'on voit là soit l'expression d'un désir d'autoritarisme. Je pense que c'est l'expression d'un espoir d'un avenir meilleur. Et c'est aussi l'espoir d'un vrai régime démocratique. Parce que ce qu'on connaît dans nos pays, ce ne sont pas des régimes démocratiques. Au mieux, ce sont des régimes, comme on dit, hybrides. Hein, au mieux, si on veut les qualifier. Donc, souvent, quand on dit que la démocratie a échoué, en fait, elle n'a pas échoué, on n'en a pas connu. C'est tout ça, la difficulté de démêler toute cette confusion. Il y a beaucoup de confusion. Donc, je dirais que pour moi, je n'abandonnerai pas. Parce que pour moi, la démocratie, je ne rentre pas dans les débats, c'est occidental ou pas. Je vois d'abord la liberté. Pour moi, c'est d'abord ça, la dignité humaine, un espoir de traitement équitable des gens, une possibilité d'exprimer sa voix. Et avec cela, éventuellement, des contre-pouvoirs qui font que, bon, ceux qui ont le pouvoir n'en abusent pas, ne s'accaparent pas tous les biens publics, qu'il y ait un minimum de redistribution. Pour moi, c'est ça. Au-delà des débats idéologiques et de l'occidentalisme et ainsi de suite, pour moi, c'est ça. Et je ne vois pas qui, en fait, n'a pas envie de vivre dans une société comme celle-là. Donc, je n'abandonne pas, en tout cas en ce qui me concerne, l'espoir que les gens veulent la démocratie et qu'ils se battent pour. Merci beaucoup, professeur Gazibo, pour cette perspective plutôt positive sur laquelle je pense qu'on va clore justement cette table ronde. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier très sincèrement nos panélistes au nom du Cerium. Merci beaucoup encore pour votre disponibilité, pour votre temps, pour votre présence. Surtout, merci pour les débats riches et passionnants que vous nous avez permis d'apprendre. Merci de nous avoir permis de mettre sur la table ce sujet d'actualité. À nos participants, je réitère également mes sincères remerciements au nom du Cerium et du PRAM, du pôle de recherche sur l'Afrique et le monde émergent, pour votre présence. Et je précise que si vous souhaitez revoir ou réécouter cette table ronde, ce sera encore possible des mois et des mois à venir, puisque l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube du Cerium. Sur ce, donc, je close cette table ronde et je réitère encore mes sincères remerciements à nos panélistes et à tous les participants. Merci et bonne fin de journée. Merci Steve. Merci.